Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir, même si on n'est pas très nombreux, donc je vais en profiter pour faire un rappel. J'espère qu'on m'entendra au-delà de cette salle pour que les camarades rejoignent notre séquence de cet après-midi avec Cécilia Gondard, avec laquelle j'ai le plaisir d'animer de nouveau cette séquence comme il y a 2 ans au Congrès de Marseille. On a l'honneur, le plaisir d'accueillir nos camarades du monde entier pour évoquer avec eux tout simplement notre engagement internationaliste. Je voulais pouvoir commencer peut-être par un mot d'introduction pour dire les raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de cette séquence. Et comme hier soir, à l'occasion de la réception de nos invités internationaux, avec notamment notre premier secrétaire Olivier Faure, nous avons rappelé notre conscience du monde. Je voulais vous partager quelques éléments de réflexion qui viennent de loin. En 1999, la dernière fois que les socialistes français ont accueilli le congrès de l'Internationale à Paris, le président de l'Internationale s'appelait Pierre Mauroy. Et il y a quelques jours, nous avons pensé à lui, puisque Pierre disparaissait le 7 juin 2013, en laissant derrière lui l'héritage d'un engagement internationaliste très puissant. Et je me souviens de son intervention en conclusion devant des personnalités qui sont finalement représentées aujourd'hui ici même. Je pense à nos camarades Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, de l'ensemble des militants socialistes du monde. Le propos en fait de ce jour-là de Pierre était une sorte d'interpellation sur notre responsabilité historique après l'effondrement du mur de Berlin, comment finalement le communisme qui laissait place à une forme d'emballement pour le matérialisme, le libéralisme, le consumérisme, finalement pouvait laisser penser que c'était la fin des idéologies, la fin des espoirs que pouvaient représenter les socialistes. Et finalement, on se disait comment on retient ce qui est notre capacité historique à transformer la vie des gens, à transformer les colères en actes de changement, de transformation sociale, et que le mouvement socialiste, il doit continuer à s'inspirer de ce qui est finalement son essence même, protéger l'humain, protéger finalement le vivant, puisqu'aujourd'hui, nous sommes capables d'incarner cette double identité, et aussi avoir le souci de protéger les civils, les êtres humains, en ayant un discours politique qui soit pas seulement dans la constatation, dans l'accompagnement de la mondialisation, et d'être capable de dire pourquoi nous voulons être les acteurs de l'humanisation, qui peuvent être ceux qui humanisent l'économie, qui mondialisent les droits, qui protègent les biens communs. Il y a 10 ans, dans ce pays, nous étions en responsabilité, et nous avons notamment initié des transformations importantes, notamment en instaurant dans le droit français, puis ensuite dans le droit européen, le devoir de vigilance. Et nous avons été capables de dire que nous continuons à nous inscrire dans ce rôle historique des socialistes pour justement protéger les salariés, protéger l'environnement, être capable de mener à bien une forme de socialisme du XXIe siècle, de socialisme écologique, d'éco-socialisme, mon cher Paul, et que de telle manière, nous pouvons être encore aujourd'hui l'incarnation de tout cela. Et puis sont venues des crises multiples, crise financière, crise de la Covid, crise aussi liée à des conflits, et à notamment la reprise du conflit commencé en 2014, en 2022 par l'invasion de l'Ukraine, et comment nous pouvons être en capacité d'apporter des réponses qui engagent les socialistes à l'échelle de la planète. Car finalement, et c'est là-dessus que je veux conclure ce premier mot d'introduction, nous avons été, nous, notre famille politique, en capacité de reconnaître ici en France le génocide, les crimes commis contre les Ouïghours en Chine, et comment finalement tout cela s'inscrit dans un engagement politique des socialistes de long terme pour dire ce que nous avions dit, notamment par la voix de François Mitterrand dans les rues de Sarajevo en 92, il ne faut pas qu'il y ait de nouveau de génocide, de crimes contre l'humanité en Europe. Eh bien, nous y sommes, parce que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui se passe même jusqu'en Amérique latine, ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a des risques génocidaires, il y a des génocides en cours, et il faut savoir les dénoncer comme nous l'avons fait au Parti socialiste et avec nos partenaires politiques. Je veux donc à ce moment-là en profiter pour remercier l'ensemble des camarades, de nos parlementaires engagés dans les 3 assemblées que sont le Sénat, l'Assemblée nationale et le Parlement européen pour mener ces batailles. Et ces batailles-là, nous avons besoin de les mener pour traduire nos engagements en actes à travers des résolutions comme nous en avons porté récemment sur la protection des citoyens d'Haïti,
sur la dénonciation du nettoyage ethnique en cours en RDC, sur évidemment la situation qui ravage le Proche-Orient, et notamment ces jours-ci, avec ce retour de la guerre entre l'Iran et Israël, et être capable de dire aussi que nous ne sommes pas seulement dans une posture de constat, mais dans une posture de combat, que nous déclinons ces engagements-là avec l'ensemble des intervenants qui nous ont fait plaisir d'accepter notre invitation. Et je passe la parole à Cécilia, avec laquelle on va animer ce débat. Merci beaucoup à vous. Merci Dylan. Alors, comme nous sommes socialistes, nous sommes internationalistes, je voudrais aussi saluer toutes les militantes et les militants du Cercle international qui sont là aujourd'hui, qui animent ce cercle, qui lancent des alertes aussi. Souvent, on a des réactions politiques grâce à eux. Donc, merci beaucoup pour votre travail et pour votre soutien. Donc, nous sommes, comme vous le savez, dans l'Internationale socialiste, nous, le Parti socialiste, depuis bien longtemps. Nous sommes actifs aussi à l'Alliance progressiste. Nous travaillons aussi avec la société civile. Et nous allons aujourd'hui discuter avec des camarades qui sont également dans l'Internationale socialiste et mobilisés avec nous sur la solidarité internationale et les droits humains. Nous commençons avec Ella Ben Youssef. Ella, bonjour et merci beaucoup d'être venue là. Ella Ben Youssef, elle est d'un parti qu'on connaît bien qui s'appelle État catholique, c'est le Parti socialiste tunisien. On travaille ensemble, main dans la main, avec le Parti socialiste depuis de nombreuses années. D'abord au moment où nombre de camarades étaient évidemment emprisonnés sous la dictature de Ben Ali, mais aussi on a travaillé ensemble au moment des révolutions arabes, au moment où vous avez pris, vous, État catholique, la tête de l'Assemblée constituante en Tunisie, et on a travaillé avec Ella pendant de nombreuses années. Tu es ancienne vice-ministre, tu es aussi vice-présidente de l'Internationale socialiste des femmes, active aussi à l'Alliance progressiste. Et tu es là pour nous parler pas uniquement de la Tunisie, mais de tout ce qui se passe dans la région. Alors nous, on a mis tous nos espoirs dans la Tunisie à un moment donné pour être le porte-drapeau aussi d'une démocratie et d'une possibilité de démocratie. Dis-nous un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la région, quelle est la situation, comment nous aussi, on peut vous soutenir dans la région et quelles sont les conséquences aujourd'hui, en particulier pour les droits des femmes dans la région. Merci Ella. Merci Cécilia. Avant tout, je voudrais dire un grand bonjour à toutes les personnes présentes, militants et militantes du Parti socialiste, chers camarades, et félicitations pour votre congrès, pour l'élection du premier secrétaire. C'est bien que je commence en premier peut-être, parce qu'il est vrai qu'on va parler de femmes, et je parle au nom des femmes socialistes, mais aussi je me permettrai de donner une vision assez globale, parce que je suis aussi coordinatrice à l'Alliance des partis social-démocrates dans le monde arabe. Et aujourd'hui, oui, nous sommes des femmes socialistes, et vous savez très bien, quand les femmes résistent, le monde respire. Donc, mesdames, j'aimerais dire que l'histoire nous enseigne aux hommes et aux femmes que la difficulté des grandes tâches est toujours existante, mais la lenteur des accomplissements est aussi là. C'est un général de Gaulle qui a dit ça. Je sais que nous sommes dans un parti socialiste, mais l'histoire est importante dans nos pays et dans notre histoire. Et pourtant, certains soirs, il semble que l'histoire bégaye, que le monde vacille à nouveau, que les visages d'enfants en pleurs, les villes dévastées, les générations sacrifiées, comme l'a dit Jaurès, sur l'autel de la puissance militaire ou l'indifférence diplomatique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Nous replongeons dans des frissons que nous pensions révolus. Auschwitz, Sabra et Shatila, Guernica, Hiroshima, autant de noms que l'on croyait appartenir à un autre temps. Et pourtant, aujourd'hui encore, dans le vacarme des bombes et le silence assourdissant des puissances, la peur se glisse dans les interstices du droit. La loi chancelle et la mémoire flanche. Nous devons être beaucoup plus vivants, beaucoup plus humains, répondant aux droits humanitaires, à l'homme, à ce qui nous anime en tant que socialistes, en tant que valeurs humanitaires. C'est pour cette raison que nous sommes militants, que nous sommes aujourd'hui là, à n'importe quel
pays dans le monde. C'est ces valeurs-là qui nous rassemblent. Nous vivons un moment charnière, un moment où les fondements du droit international sont piétinés, où l'article 2 du paragraphe 4, et j'insiste, de la Charte des Nations Unies, qui interdit formellement le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État est bafouée, complètement sous l'œil du monde entier, sans réaction. Un moment où l'article 51, qui encadre strictement la légitime défense, est instrumentalisé pour justifier l'agression. Un moment où les résolutions de l'ONU sont ignorées, vidées de leur force, alors que le droit humanitaire est foulé aux pieds et que l'indignation devient sélective. Et pendant que les puissants redessinent le monde à coups de frappes ciblées et de silence complice, les peuples payent, en vie humaine, en exil, en cicatrices invisibles. C'est dans ce contexte que je m'adresse à vous, avec gravité, mais aussi avec beaucoup d'espoir, chers camarades, parce que c'est l'espoir qui nous anime pour qu'on puisse être toujours là, présent, et participer à ce que ce monde redevienne un peu plus humain. Oui, au nom des femmes socialistes, au nom des mémoires insurgées, au nom des peuples qui refusent de céder au fatalisme. Dans la Méditerranée d'aujourd'hui, nous sommes nombreuses à avoir le souffle court, parce que nous vivons entre deux rives, celle de l'espoir et celle de l'oubli. Parce que nous sommes féministes dans des sociétés patriarcales, parce que nous sommes militantes dans des régimes autoritaires ou populistes, comme ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, dans mon pays, et où je salue tous mes camarades qui sont en prison, femmes et hommes, journalistes, femmes politiques, femmes qui travaillent dans la société civile. Tous doivent avoir cette liberté de parole. Chers camarades, j'ai envie de dire et rappeler quelques chiffres aussi. Qu'en 2023, plus de 3100 personnes ont péri en Méditerranée, des femmes, des enfants, des familles entières, engloutis aussi dans l'indifférence pour chercher un renouveau, un monde meilleur, un lendemain meilleur. Parallèlement, les conflits en Libye, au Soudan, en Palestine, notre cœur qui bat pour elle et pour Gaza et pour les morts aujourd'hui, femmes et enfants. Aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas, on engage une guerre entre Israël et l'Iran pour embraser encore plus la région et embraser le monde. On démantèle les derniers remparts étatiques et les sociétés civiles sont criminalisées, les journalistes, les minorités, les syndicalistes qui payent le prix fort aujourd'hui. Nous devons avoir une voix plus forte, plus libre, pour que, face à tout cela, on essaie d'être debout devant l'extrême droite, devant les populistes qui nous touchent tous, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Les discours de haine se banalisent, les droits fondamentaux sont marchandés. Ces stratégies ne sont pas naturelles, elles sont politiques. Résultat de l'externalisation des frontières européennes, résultat du soutien et des régimes instables, résultat du silence sur les crimes de guerre, résultat sur la normalisation d'une parole misogyne, raciste, autoritaire. Alors oui, chers camarades, nous avons une responsabilité immense, celle de reconstruire une alternative politique, crédible, courageuse, juste tous ensemble. Nous ne devons pas simplement commenter l'histoire, nous devons l'écrire, tous ensemble ici. Pareil, je le recommence le mot tous ensemble parce qu'il est important, surtout en cette période, avec clarté, cohérence et surtout conviction. Et cet espoir que nous portons, cet espoir doit avoir un visage, celui de femmes debout, comme Madame Veil, comme Madame Taubira, comme Jeanne d'Arc aussi, qui a milité pour ce pays. C'est une femme qui a pris son courage à deux mains pour la liberté. Chers camarades, avec le cœur lourd que je dis aujourd'hui, chaque fois qu'une femme résiste dans un bidonville, dans un bateau, dans un tribunal, un parlement, dans un poste à pouvoir, c'est le monde entier qui respire. Et je veux finir sur quelque chose de positif. Je veux faire une demande à tous ceux qui sont présents ici, la Belgique, la Russie, et j'espère pour vous que les guerres s'arrêtent aussi, nos amis kurdes qui ont aussi envie de leur liberté, Palestine, Hobbi, Al-Akbar,
mon amour, nos amis africains, que les guerres cessent aussi et qu'on retrouve une démocratie pour nous tous. Nous devrions créer une plateforme féministe euro-méditerranéenne, transversale, multilingue pour relier les luttes locales aux mobilisations globales. Conditionner des accords euro-africains au respect des droits humains avec un mécanisme de suivi citoyen, actif et effectif. Renforcer les réseaux de solidarité avec les femmes en exil, les militantes emprisonnées, les syndicats et les associations menacées. Réinventer notre récit politique, parler de dignité, de soins, d'indépendance, de justice sociale et climatique, de liberté à reconquérir. Soyons à la hauteur de nos mots, et pas seulement des mots, mais des actions. Nous devons être les équilibristes, oui, mais plus encore, les bâtisseurs. Les bâtisseurs de paix, les bâtisseurs de mémoire, les bâtisseurs d'horizons communs. Car lorsque l'histoire bégaye, les forces progressistes doivent être présentes et répondre présent. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue pour que nous soyons unis pour l'humanité. Merci, camarades. Merci Ella, merci pour tes paroles fortes. Je voudrais enchaîner directement en passant la parole à notre camarade qui représente aujourd'hui le Fatah palestinien. J'en profite d'ailleurs, mon cher Safouat, pour saluer l'ensemble des militants de ton mouvement, ici en France, mais aussi mobilisés à travers le monde. Et je voudrais avoir forcément une pensée pour notre camarade Émilie Moati, qui est retenue, vous l'imaginez, en ce moment même à Tel Aviv, puisque vous savez évidemment quel est le contexte dans lequel ce congrès a lieu, et notamment sous les bombes qui sont échangées entre Israël et l'Iran. Et je voulais simplement lui dire qu'on pensait fort à elle et à Yair Golan, notre camarade président du Parti des démocrates israéliens. Vous savez combien ça compte à nos yeux, cher Safouat, que le dialogue israélo-palestinien ne cesse jamais, que nous soyons à la disposition de ce dialogue, engagés dans ce dialogue. Et je te passe la parole parce que ce qui nous importe, notre responsabilité historique dont je parlais en introduction, c'est d'être cette famille politique qui est la seule capable dans le monde de faire dialoguer l'ensemble des forces démocratiques, sociales, progressistes. Et un merci très particulier à toi d'être avec nous aujourd'hui, cher Safouat. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'abord d'assister à votre congrès et d'être aussi parmi ce panel riche et varié en provenant de 4 coins du monde. On est tous là parce que ce qui nous réunit est beaucoup plus fort. Je suis aussi très honoré de prendre la parole face aux militants du PS, Parti socialiste, de l'Internationale socialiste de partout, et au nom de la direction palestinienne, du comité central du mouvement de libération nationale palestinienne, le Fatah, et à son nom, j'aimerais, et par devoir, vous transmettre les grands souhaits du grand succès de votre congrès, également renouveler notre engagement en faveur d'un partenariat stratégique et réel basé sur une plateforme des valeurs que nous partageons tous, les valeurs de droit, de la paix, de dialogue, de justice sociale et du progrès au service de l'humanité. Il est très difficile de prendre la parole en ce moment où les Palestiniens dénombrent en dizaines de milliers leurs morts et n'arrivent pas à trouver un moment de réflexion pour un peu se ressourcer dans l'espoir. Nous sommes venus ici dans l'espoir de trouver un moyen de préserver un lueur d'espoir. Les Palestiniens vous regardent et à travers vous, ce mouvement mondial
dans l'espoir qu'on arrête cette guerre génocidaire, messianique, qui touche à la Palestine. Et ça ne remonte pas au 7 octobre ni au 8 octobre 2023. L'histoire du peuple palestinien ne date pas d'hier et ne se réglera pas malheureusement demain ou après-demain. C'est une affaire à la base qui remonte à une centaine d'années, surtout quand une partie, un mouvement sioniste était réuni à Bâle en Suisse et ils ont mis en marche un projet colonialiste qui était hébergé et parrainé par la Grande-Bretagne et que le peuple palestinien paye le prix jusqu'à maintenant. Il fallait passer par des épisodes. 1907, quand Campbell a réuni des grandes puissances à Londres et il a décidé avec les partis réunis de mettre un projet étatique, une entité à l'est du canal de Suez. 10 ans plus tard, c'était le tour de Lord Rothschild de recevoir une promesse au nom du gouvernement de Sa Majesté de Balfour, à l'époque ministre des Affaires étrangères, promettant l'établissement en Palestine un foyer national pour les Juifs d'Europe qui ont souffert des pogroms et du racisme. Cette déclaration qui était vite intégrée dans le pacte des nations, quelques années plus tard, quand les soldats britanniques ont réussi à squatter au bord ou au sol palestinien, remplaçant l'Empire ottoman battu durant la Première Guerre mondiale. Il fallait 30 ans de mandat britannique sur une base d'accompagner le peuple autochtone vers l'indépendance. On arrive en 1947 avec un projet de partage, division de la Palestine historique en 2 États. Les Britanniques se sont retirés des enjeux en laissant les partis en rasage, face à face. Une guerre, une première, s'est éclatée entre Palestiniens et colons qui commencent à s'organiser autour de leur État. Depuis, cet État nommé Israël est reconnu par le monde entier sur une base de cette résolution unisienne initiée par la Grande-Bretagne, puissance mandataire. Dans un deuxième volet, il fallait traiter aussi l'autre État qui était complètement disparu de la carte géopolitique. Il fallait que la résistance palestinienne s'organise. Yasser Arafat et ses compagnons ont décidé de se battre pour faire renaître la Palestine de ses cendres et pour faire remettre la Palestine comme une affaire politique, comme un droit du peuple à disposer de son avenir et de son destin, le droit à l'autodétermination. Donc ce droit pour lequel Yasser Arafat et toute la résistance du peuple palestinien a axé ses programmes. En même temps, une bataille est menée contre la tutelle de certains régimes arabes. Ça a duré une 50aine d'années, jusqu'à 1988,
quand Yasser Arafat, en personne, soutenu par l'unité du peuple palestinien lors du Conseil national palestinien à Alger, le 15 novembre 1988, a décidé d'accepter l'inacceptable et de faire une concession douloureuse en faisant établir l'État de Palestine sur seulement 22% de la surface totale de la Palestine historique. Une concession certes douloureuse et qui n'a pas été forcément partagée avec un certain nombre de fractions. Mais pour réaliser la paix et pour aller dans le sens de certaines parties du monde, on a accepté cette option d'une solution politique à deux États. Cette solution à deux États, mais pas sur la base des frontières de 1947, qui accorde à la Palestine 46% de la surface. On a accepté encore beaucoup moins. Et on a eu le courage. Yasser Arafat, il a retrouvé enfin un partenaire côté israélien, Yitzhak Rabin. On a négocié l'accord en Europe, à Oslo. Et après, on a signé à Washington. On avait beaucoup d'espoir que cet accord aboutira au bout de 5 ans, une période transitoire, à l'établissement définitif d'un État palestinien, prévu le 4 mai 1999. Mais malheureusement, le destin déclenché par les fanatiques côté israélien a fait que Yitzhak Rabin s'est fait assassiner au cœur de Tel Aviv. Et depuis, on recherche un partenaire. Mais malheureusement, l'espace s'est fait glisser vers encore les extrémistes. Sharon a réussi à provoquer une deuxième intifada. Yasser Arafat, le partenaire palestinien, s'est vu assiégé et puis assassiné. En tout cas, la venue du président Mahmoud Abbas par des élections qui s'est tenue sous la surveillance et la supervision de la communauté internationale en 2005, et après la déchirure du système politique palestinien avec un coup de force mené par le mouvement du Hamas à Gaza, a fait que les Palestiniens étaient affaiblis, à la fois de ne pas retrouver leur unité, mais aussi de ne pas retrouver, et surtout de ne pas retrouver un mécanisme qui impose le processus politique. Donc on est resté 20 ans. Il y a eu une petite lueur d'espoir initiée par les pourparlers Mahmoud Abbas et Yahoud Olmert en 2008-2009, où Israël, pour la première fois, accepte de dessiner les frontières avant de discuter de la sécurité, parce que c'était souvent la sécurité. Après, on passe à d'autres questions. Pour une première fois, nous avons réussi à avoir une vision sur comment on peut se cohabiter, comment il y ait cette cohabitation entre deux États qui vivent chacun à l'intérieur de ses frontières. Il fallait malheureusement un scandale pour mettre Olmert dans la prison et l'écarter de la scène politique. Et tout ça, vous le connaissez très bien. Mais depuis, il règne en Israël des forces ultra-orthodoxes qui détiennent la décision politique et qui, et ça c'est important à savoir parce que certains croient que le problème est Netanyahou. Le problème est en Netanyahou et son gouvernement, certes, mais le problème ne se terminera pas
avec le départ de Netanyahou demain. Parce que l'opinion publique israélienne reste toujours prise en otage par cette idéologie extrémiste et religieuse. Donc, nous sommes toujours à la recherche et à la quête de travailler avec les partenaires israéliens. Nous avons l'espoir que le Parti des démocrates israéliens puisse rassembler la gauche et rassembler les Israéliens derrière et gagneront dans une échéance probablement avant la fin de 2026. Mais moi, j'aimerais aussi dire quelques mots sur le conflit. Il n'y a pas de conflit. La Palestine ne s'oppose pas à Israël. Et il n'y a pas de pourparlers. Les Palestiniens, avant de commencer à négocier avec Israël ou avec les Israéliens, ils étaient obligés de négocier avec les alliés d'Israël. Donc, le problème ne concerne pas seulement les Palestiniens et les Israéliens. Ce n'est pas un conflit qu'il faut traiter à la légère. C'est à la base un problème d'occupation, mère de toute violence, toute forme de violence, mais également un problème qui oppose le monde entier. C'est une affaire internationale qui est partie des coulisses de l'ONU de 1947 et qui devrait revenir à table de cette ONU. Seule référence pour faire imposer le droit, c'est de faire recours aux paramètres d'une solution que vous connaissez. Elle est connue, elle est reconnue internationalement. La question donc qui se pose, pourquoi cet État palestinien n'est toujours pas reconnu? Pourquoi cet État palestinien ne trouve pas sa place naturelle au sein des nations, au même pied d'égalité qu'Israël? Je ne dirais pas plus, au même pied d'égalité. Nous sommes à 77 ans après la tragédie du peuple palestinien et les Palestiniens posent toujours cette question. Qu'est-ce qu'on attend? On attend une conférence qui peut se préparer et être reportée parce que Netanyahou a réussi à imposer son agenda et à nous faire reporter encore cette échéance. C'est dommage. Donc nous sommes tous pris en otage par cet agenda, par cette logique de guerre qui met tout l'ordre international en danger. Je ne défends pas l'Iran. L'Iran mène un jeu malsain, essaye de jouer la carte palestinienne, comme elle a essayé en Syrie et au Liban et en Irak. Chacun, de deux côtés, Israël ou l'Iran, a son agenda expansionniste. Safouat, je vais te demander d'aller... J'ai dépassé le temps. Okay. S'il te plaît, merci. Ben, ça, c'est mon côté un peu juriste, et puis je suis à votre service pour parler de questions particulières. Si vous avez des questions comme ça, je ne m'échappe pas. Non, je ne voulais pas forcément t'interrompre. Je vais passer la parole à Cécilia pour la suite, et on apportera aussi quelques réponses et quelques illustrations de notre combat commun. Je t'en prie, Cécilia. Merci beaucoup. Olivier Faure nous a rejoints, donc ton témoignage a bien été entendu et le Parti socialiste reste toujours dévoué à la cause palestinienne et évidemment à la reconnaissance de l'État palestinien. Alors on va revenir pour un moment de notre côté de la Méditerranée pour parler d'autres régimes autoritaires. Alors nous, on fait campagne contre l'extrême droite sur le terrain, ici, à chaque campagne en France, tous les militantes et les militants socialistes. Et on dit souvent dans nos porte-à-porte sur les marchés,
Vous savez, si l'extrême droite arrive au pouvoir, si ces mouvements populistes arrivent au pouvoir, on aura des régimes autoritaires, mais ça ne parle pas toujours vraiment aux gens, ils ne comprennent pas quelle est la réalité de l'autoritarisme derrière. Et je suis très heureuse que nous accueillons aujourd'hui Olga Prokopieva, qui est directrice, vous pouvez l'applaudir, de Russie Liberté, qui organise la résistance ici de France. Et on est très heureux et très fiers de pouvoir évidemment accueillir des personnes comme toi ici en France. Et tu vas nous parler un petit peu de ce que c'est que la réalité de vivre dans un régime autoritaire comme celui de Poutine. Et puis aussi, j'ai une autre question qui est importante, c'est comment est-ce que nous, socialistes, internationalistes, avec les droits humains et la défense des droits humains dans notre ADN, comment est-ce que nous, on peut vous soutenir au maximum et comment on peut être solidaire de vos causes. Merci Olga. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et vous êtes très nombreux. C'est important de porter la voix de la résistance russe ici auprès de vous. Tout d'abord, je voudrais dire, donc je suis directrice de Russie Liberté, qui est une association basée en France, française, qui porte donc la voix et les revendications de la société civile russe. On est une organisation non partisane, non affiliée à quelconque parti politique. C'est important de le souligner. Et nous sommes, depuis 2014, dressés aux côtés des Ukrainiens contre la guerre d'invasion menée par Poutine en Ukraine. Et je tenais à remercier le Parti socialiste qui a toujours eu une position très ferme aussi en soutien à l'Ukraine, en soutien à la victoire de l'Ukraine. Tout d'abord, juste 2 mots sur... je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Russie aujourd'hui, mais quelques points quand même importants à comprendre sur comment est né finalement le régime poutinien qu'on le connaît aujourd'hui, qui réprime de manière très dure son propre peuple, qui agresse les peuples voisins. Au départ, il se montrait très modéré, très démocrate, très libéral. Et petit à petit, il a dévoilé sa vraie face cachée en réprimant davantage, en supprimant toute opposition, en assassinant ses opposants, en assassinant ceux qui s'opposent à lui et en enfermant massivement tous ceux qui osent s'exprimer de quelque façon que soit contre ce régime et contre la guerre criminelle qu'il mène actuellement. Il a bien sûr muselé tous les médias. Aujourd'hui, en Russie, il n'y a plus aucun média indépendant. Ils sont tous soumis à la propagande qui leur est dictée par le Kremlin. Et les Russes vivent sous une chape de plomb sous laquelle ils ont tenté de résister, surtout au début de la guerre d'invasion. Il y a eu des manifestations massives, il y a eu des mouvements de résistance qui sont nés, mais du fait des répressions extrêmement fortes, aujourd'hui, il n'y a plus de mouvements de résistance visibles. De temps en temps, il y a des gens extrêmement courageux qui arrivent encore à sortir avec des pancartes ou à s'exprimer dans le champ public contre la guerre, mais ils sont immédiatement emprisonnés, immédiatement condamnés à de très lourdes peines. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 prisonniers politiques en Russie et les condamnations vont jusqu'à 25 ans d'emprisonnement. Et ça peut être pour un simple mot, pour une simple affiche ou pour des actions plus radicales, de sabotage de bureaux d'enrôlement militaire, par exemple, ou de voies ferrées, où les gens sont condamnés pour des actes soi-disant extrémistes, terroristes, parce qu'ils ont osé, en fait, tout simplement montrer de cette sorte leur opposition à la guerre. Il y a des mouvements entiers qui sont désignés extrémistes, comme le mouvement d'Alexei Navalny, comme le mouvement, qui n'est pas vraiment un mouvement, mais un mouvement LGBTQI+, qui est aussi désigné extrémiste en Russie. Et en fait, par cela, le régime poutinien veut contrôler totalement la société.
il veut aussi tout le temps opposer l'Europe, l'Occident, à la société russe, montrer qu'il y aurait un certain danger qui viendrait de l'Europe. Alors avant, ça venait aussi des États-Unis. Maintenant, les États-Unis ont basculé du côté aussi de l'international réactionnaire, comme vous l'appelez. Et c'est un vrai danger parce qu'il y a en effet des alliances qui sont faites, des narratifs poutiniens qui sont repris et par Trump et par d'autres mouvements, surtout d'extrême droite, en France, en Europe, et en plus qui sont soutenus par Poutine, non seulement par la parole, mais par des ingérences, par des manipulations de l'opinion publique sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement actifs, par des manipulations électorales qui sont extrêmement dangereuses. Et nous devons, nous aussi, s'unir face à ces manipulations et face à ces unions de l'internal réactionnaire. Et que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? La société civile, elle s'organise aussi très activement. Nous proposons de nombreuses campagnes, de nombreuses initiatives qui doivent être soutenues par les partis politiques démocrates, qui sont nos alliés dans notre combat. Nous, Russie Liberté, on est membre de plusieurs mouvements de la société civile, de plusieurs unions très différentes. Pour vous donner quelques exemples, nous sommes par exemple membres de Guerrières de la paix qui soutiennent une solution de paix entre Israël et la Palestine. Nous sommes membres d'une coalition russo-ukrainienne qui s'appelle People First, qui exige que dans le cadre des négociations actuelles de paix qui pourraient avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine, que la valeur humaniste revienne en priorité au-delà des ambitions géopolitiques, de terre, etc. Et qu'en fait, ensemble avec les associations ukrainiennes et russes, nous demandons que bien sûr soit exigée la libération de tous les otages de cette guerre. Et quand on parle des otages, on parle des civils ukrainiens qui sont détenus par milliers sur les terres occupées d'Ukraine, occupées par la Russie, par le Kremlin. Ils sont détenus dans des conditions atroces, privés d'hygiène de base, privés de soins médicaux et privés aussi de défense. Certains avocats russes tentent de leur apporter une aide sur ces territoires occupés, mais c'est extrêmement dangereux, extrêmement difficile, tout se fait en souterrain et on a très peu d'informations sur les dangers auxquels ils sont confrontés en isolement et emprisonnés. Il y a bien sûr les prisonniers de guerre et il y a déjà dans ce sens des échanges de prisonniers de guerre et c'est très bien et il faut que ça continue. Il y a encore des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens qui sont détenus dans des conditions de torture en Russie. Il y a aussi bien sûr les enfants ukrainiens qui ont été transportés de force ou déportés vers la Russie. Et il y a aussi les prisonniers politiques russes. Ce sont aussi des otages de cette guerre parce qu'ils se sont exprimés contre la guerre, contre le régime. Et il est très important d'exiger leur libération. Et je voulais vous présenter rapidement une campagne que nous avons lancée, Free Them All, que certains d'entre vous ont déjà soutenue, n'est-ce pas Chloé? Et que j'appelle vos autres leaders politiques à soutenir. En fait, c'est une campagne qui s'inscrit dans People First, qui demande en fait que la France, que l'Union européenne exige que la Russie libère ses prisonniers politiques, qui eux aussi sont détenus dans des conditions très très dures. Là, sur ce poster, vous voyez par exemple Igor Baryshnikov, qui est un retraité russe, qui a une tumeur, qui a une sonde dans l'abdomen et un cathéter qu'il doit nettoyer lui-même en prison. Vous voyez aussi Alexei Gorinov, qui est un élu municipal de Moscou, qui a des problèmes pulmonaires et il a même été diagnostiqué d'une tuberculose en prison. Et nous ne voulons surtout pas qu'il y ait de nouveau des assassinats d'opposants
dans les prisons russes, comme ça a été le cas avec Alexei Navalny. Vous voyez aussi Faïl Alsinov, qui est un militant indépendantiste et écologiste russe de la région de Bashkortostan, qui a été emprisonné pour 4 ans pour avoir défendu l'écologie de sa région. Maria Ponomarenko, enfin, qui est une journaliste russe qui a été accusée de diffusion de fausses informations sur l'armée russe, parce qu'elle a dénoncé les actions de l'armée russe en Ukraine. Tous ces gens, ils sont notre fierté et nous demandons vraiment à ce qu'ils soient soutenus de l'étranger. Sans ce soutien, ils sombrent dans le désespoir et l'oubli et on risque vraiment de les perdre. Donc je vous invite vraiment à faire tout votre possible, à porter leur voix sur toutes les scènes pour que cette résistance soit connue et qu'ils soient soutenus. Et enfin, je voulais dire que face à ce retrait des États-Unis du soutien du monde libre, l'Europe a vraiment une place à prendre, à devenir le leader du monde libre, à soutenir les sociétés civiles qui sont vos alliés, dans la lutte contre les extrêmes, dans la lutte contre l'extrême droite, et à vous engager. En fait, nous, on vous donne des idées, des leviers que nous avons besoin que vous portiez à un niveau politique. Et dans cette place de leader du monde libre, il faut davantage s'investir financièrement auprès des sociétés civiles, accueillir les exilés, comme vous le disiez très bien tout à l'heure déjà, les exilés parce qu'aujourd'hui la coordination de la société civile dans des pays qui sont dirigés par des autocrates et des dictateurs, la coordination, elle se fait depuis l'Europe. Et il faut soutenir ces coordinateurs qui sont en exil, leur donner des visas, des titres de séjour, leur donner la protection internationale et bien sûr soutenir les médias indépendants et travailler davantage avec les journalistes d'investigation russes parce qu'ils connaissent très bien les méthodes de manipulation du Kremlin. Voilà quelques idées. Merci infiniment. Merci Olga. Je vais profiter, avant de passer la parole à notre camarade Eyüp Doğru du parti DEM en Turquie. Je voudrais saluer dans la salle, je ne les ai pas vus en revenant cet après-midi, mais je voudrais saluer nos camarades ukrainiens du Congrès mondial des Ukrainiens qui sont avec nous. Je voudrais saluer notamment Volodymyr Kogoutiak, qui est un de ceux qui incarnent ce combat en France pour sensibiliser nos compatriotes et l'ensemble de nos concitoyens à cette nécessaire résistance en solidarité avec eux. Cher Eyüp, je voudrais, avant de te passer la parole, d'abord te dire toute l'amitié qui voilà, nous anime dans ta présence aujourd'hui, toute la fraternité qu'on veut t'exprimer. Et je voudrais notamment, à travers toi et à travers l'ensemble des militants kurdes, saluer aussi nos amis turcs, puisqu'en fait nous avons l'honneur, le plaisir d'avoir avec nous des camarades du Parti républicain du peuple, du CHP, qui eux aussi, après des années de combat des Kurdes, qui ont été parmi les premiers à être arrêtés en Turquie par le régime d'Erdogan. Je pense au maire d'Emistas, il y a bientôt 10 ans. Aujourd'hui, c'est notre camarade Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui est dans les geôles d'Erdogan. Il faut que l'on soit bien conscient qu'aujourd'hui, il y a une tentation totalement assumée, décomplexée d'Erdogan, d'empêcher toutes celles et tous ceux qui veulent incarner l'alternative demain en Turquie. Et je voudrais te dire, avant de te passer la parole, que nous sommes avec eux, que nous sommes résolument engagés auprès d'eux. Cher Eyüp, il faut qu'on puisse se mobiliser en résistance à Erdogan, donner une perspective européenne à la Turquie, à l'ensemble des combattants kurdes qui se battent pour le multiculturalisme, le dialogue entre l'ensemble des communautés qui composent et la Turquie, mais aussi le Rojava jusqu'en Irak et en Iran, et que l'ensemble de nos amis et de nos frères du combat, donc en l'occurrence kurdes, puissent avoir des relais en France. Je te passe la parole, cher Eyüp. Bonjour, merci beaucoup à Parti Socialiste de nous donner cette opportunité de parler sur la situation des Kurdes et aussi sur la situation politique de la région. Donc je représente le parti DEM, la troisième force politique en Turquie, et aussi je représente les Kurdes. Nous sommes aussi divisés entre les 4 États dans cette région,
l'Iran, l'Irak, Syrie et la Turquie. Et malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, on se trouve dans cette région qui était dans le temps berceau de la civilisation, dans l'Antiquité, mais aujourd'hui se trouve dans les conflits, des guerres et de toutes les discussions des territoires de cette région. Notre parti, c'est un parti qui défend bien sûr droit de toutes les minorités ou le peuple minorisé dans cette région. Aussi notre parti qui intègre pas seulement les Kurdes, aussi toutes les autres minorités qui sont peuples minorisés comme les Arméniens, comme les Assyro-Chaldéens, comme toutes aussi les religieuses minoritaires dans cette région. Donc, pratiquement, le gouvernement actuel ne respecte pas les résultats des élections. Nous avons aussi vu la situation actuelle, mais nos maires qui ont été élus avec 80%, 90% des voix ont été systématiquement destitués par ce régime. C'est la troisième fois que nos maires ont été détenus, destitués, et nommés par le gouvernement d'Erdogan, des administrateurs qui faisaient la politique du parti de l'AKP. Mais ça se trouve aussi que première fois aussi qui était réduit seulement les maires kurdes qui étaient en prison, et maintenant c'est le cas de CHP aussi. Ils ont commencé de mettre aussi les maires du Parti social-démocrate turc en prison. Ils ont commencé avec les maires d'origine kurde à Istanbul, mais après on sait que le maire d'Istanbul a été aussi élu aussi avec notre soutien. Donc c'était un maire aussi commun de notre parti aussi. Donc c'est pour cette raison-là nous condamnons aussi cette politique de la Turquie qui systématiquement met les élus en prison. De notre parti, il y a des milliers de personnes militantes, députés, maires, anciens maires qui se trouvent aujourd'hui en prison. En même temps, nous avons un procès politique, nous avons aussi un processus de négociation avec ce gouvernement. Depuis cette année, il y a une conversation avec le gouvernement actuel pour trouver une solution politique. D'abord, tous les partis politiques aussi, ils sont favorables à une solution politique de la question kurde en Turquie. Parce qu'ils sont aussi, il n'y a pas autre solution. La guerre qui a continué jusqu'à aujourd'hui n'est pas donné une réponse politique. Donc, mais actuellement, le gouvernement de Erdogan demande le désarmement du côté des militants kurdes. Et les côtés kurdes demandent aussi pour désarmement, il faut changement des lois, il faut changement de la constitution, il faut reconnaissance du peuple kurde, reconnaissance de la langue kurde pour commencer désarmement. Donc, pour l'instant, on peut dire que cette négociation qui a été jusqu'à aujourd'hui très positivement vue par toute la population en Turquie est bloquée. Et bloquée demande aussi un soutien international pour débloquer cette négociation qui se trouve en ce moment-là en Turquie. Donc, nous demandons aussi que le pratiquement président de cette négociation de côté kurde, le président Öcalan, soit totalement libéré. Actuellement, il se trouve toujours en prison. Il continue de mener cette négociation avec le gouvernement turc, mais on demande aussi la libération. Donc, la situation globalement au Kurdistan aussi, c'est comme notre ami Dylan a expliqué, se trouve dans une position assez compliquée. Avec toute cette guerre nouvelle qui se éclate dans les régions, aussi les villes kurdes, aussi en Kurdistan d'Iran, sous l'occupation d'Iran, ont été touchées. Aussi, la situation va influer sur notre 4 parties du Kurdistan dans cette région. Donc je pense que aussi la solution de tous ces conflits-là passe par une reconnaissance des droits d'autodétermination des peuples, comme les Palestiniens, comme les Kurdes, comme toutes les autres, et aussi demande le respect de la démocratie. Parce que nous pensons que la solution passe vraiment par une démocratie dans cette région. Et en tant que parti politique, nous défendons un système confédéral démocratique pour pouvoir donner solution à tous ces conflits qui commencé depuis des années, qui affectent toute la région économiquement, politiquement, culturellement. Merci beaucoup.
chère Ange, je vais te proposer de prendre la parole directement. Donc Ange Papon-Longhi, qui représente avec nous l'Union démocratique populaire socialiste, qui est en fait notre parti frère en République démocratique du Congo. Et ça me permet de saluer notamment notre camarade Félix Tshisekedi, qui est aussi un leader. Olivier a l'occasion de le croiser dans les réunions de l'Internationale socialiste avec Pedro Sanchez. Je te prie, c'est à toi et on est ravis aussi de t'accueillir, cher Ange. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un grand honneur d'avoir reçu cette invitation de votre part. Et je suis M. Ange Papon-Longhi, secrétaire national adjoint à l'Internationale socialiste de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, donc en sigle l'UDPS Tshisekedi. Le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, qui fait aussi office du président du parti, étant empêché. C'est pour cela que je l'ai remplacé depuis hier. J'en profite aussi pour féliciter le camarade Olivier Faure pour son élection en qualité de premier secrétaire du Parti socialiste. Je salue aussi tous les panélistes qui sont intervenus ici. Je suis ravi aussi d'être en face, d'être à côté de M. Magnette, qui était ministre-président du gouvernement wallon, puisque j'ai aussi étudié en Belgique. En fait, en résumé, l'UDPS est un parti de l'Internationale socialiste. Nous sommes au pouvoir. Mais pour comprendre un peu le contexte de la République démocratique du Congo, la RDC, le Congo, a eu son indépendance en 1960. La première législature était de 60 à 1965. Elle a été interrompue par un coup d'État. J'aimerais ici rappeler à l'assistance qu'en 1964, lorsque les institutions fonctionnent au Congo, l'Espagne, ici à côté, l'Espagne est sous une dictature. Donc le Congo avait déjà vécu l'expérience démocratique en 1964 et elle sera interrompue par le président Mobutu. Il s'en suivra une dictature féroce, atroce, et notre parti, l'UDPS, sera créé en 1982 avec comme un des leaders le père de l'actuel président, à savoir monsieur le docteur Étienne Tshisekedi. Donc nous allons cheminer dans un espace de dictature à partir de 1982 et en 1990, après la chute du mur de Berlin, les mouvements démocratiques qui commençaient à voir le jour en Afrique, avec l'appui notamment de nos alliés du PS français, dont notamment M. François Mitterrand, après son discours de la Baule, il y a eu ces vents de démocratisation. Et notre parti a joué ce rôle historique de combattre la dictature de M. Mobutu. Et en 1991, il y a eu l'élection à la conférence nationale souveraine de notre leader de l'époque, M. Étienne Tshisekedi. Mais malheureusement, il ne pourra pas exercer son mandat de transition parce que la dictature de Mobutu était très, très, très féroce. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe puisque beaucoup de gens ne comprennent pas la situation de la guerre à l'est du Congo. En 1994, lorsque le conflit éclate au Rwanda entre le Hutu et le Tutsi et que les militaires de M. Paul Kagame abattent le régime, l'avion du président Habyarimana, il s'en suivra un génocide. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies va demander aux Zaïre de l'époque d'accueillir les réfugiés, des millions de réfugiés qui devaient traverser le Rwanda pour pouvoir trouver refuge au Kivu. Mais ces troupes, ces réfugiés qui sont entrés, l'armée de M. Kagame s'est servie de ce bouclier pour agresser l'Est de la RDC et causer des millions de morts. Et nous avons des victimes jusqu'aujourd'hui. Ce rappel est historique pour que vous compreniez un peu la situation. En 1997, lorsque le maréchal Mobutu partira, les troupes de Laurent Désiré Kabila, appuyées par l'armée de Kagame, vont occuper la RDC et jusqu'à l'assassinat de Laurent Kabila en 2001, Joseph Kabila qui prend le pouvoir, il va un peu aller dans cette même lignée. Nous avons toujours continué à nous battre avec nos camarades socialistes que vous êtes à travers le monde parce que nous pensons qu'il est possible d'avoir la démocratie au sein de l'Afrique.
Notre leader, le président actuel, pour aller rapidement, lors des élections de 2018, va remporter démocratiquement les élections. J'avais eu la chance aussi de couvrir ces élections, puisque pour la première fois, les Congolais de l'étranger devaient voter et les élections de notre diaspora avaient été organisées aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique et en Afrique du Sud. Et c'est moi qui étais chargé de campagne de notre président. Et le président Tshisekedi a gagné les élections dans tous les 5 pays de la diaspora. En 2023, il a été réélu. Mais une guerre a encore éclaté. Au moment où je vous parle, des femmes sont violées, des enfants sont maltraités. En l'est de la République du Congo, où il y a des pillages. Et les experts internationaux ont ciblé clairement M. Paul Kagame comme étant l'instigateur de toute cette déstabilisation. Dernièrement, le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2773 qui exige l'arrêt immédiat des combats, ce qui exige qu'on puisse que les troupes étrangères quittent le Congo pour que le Congo puisse se pacifier. Nous sommes là, nous sommes un parti politique démocratique. Nous pensons, comme je l'ai dit tantôt, que la démocratie est possible, mais nous avons besoin du soutien de nos amis français, puisque la France est un pays membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Donc la France a un rôle important à jouer. Donc je pense que c'est un grand honneur d'être ici, mais vous devez comprendre que l'UDPS se bat chaque jour pour que la démocratie, comme je vous l'ai dit, en 1964, nous étions un pays démocratique, pour que cette démocratie puisse continuer, puisque le Congo a un potentiel énorme, un potentiel de richesse qui pourrait demain profiter au monde entier. Mais il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas la paix. Donc notre message est clair, c'est cela que je voulais vous dire. Je vous remercie. Chers camarades, merci. Merci d'être là avec nous et merci pour tous ces témoignages qu'on a entendus aujourd'hui. On sait combien la situation est difficile, en particulier avec les viols de masse en RDC. Et nous sommes solidaires, évidemment, de tout ce qui est en train de se passer. Alors, nous avons parlé à travers tous ces témoignages de l'horreur, des atrocités que des gouvernements d'extrême droite peuvent faire à l'étranger comme en Europe. Et on se pose toujours cette question. On a malgré tout une montée inexorable, qui paraît inexorable en tout cas, de l'extrême droite partout en Europe. Donc on se demande comment les arrêter avant qu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils mettent à mal nos démocraties. On a un peu un village d'irréductibles gaulois, un exemple, un contre-exemple en Europe de cette montée de l'extrême droite et des populismes. C'est la Wallonie et la Belgique francophone de manière générale. Alors Paul Magnette, on est très heureux de t'avoir ici. Tu es président du Parti socialiste en Belgique francophone, qui est mon deuxième parti, donc je suis très heureuse aussi de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que l'extrême droite ne monte pas en Belgique francophone? Comment est-ce que vous résistez? Et nous donner un petit peu des billes pour résister à notre tour contre la montée de l'extrême droite. Merci beaucoup. Merci Cécilia, merci chers amis, chers camarades. Qui suis-je pour donner des conseils et des leçons? Mais peut-être tout simplement, les partis socialistes en Europe qui résistent à l'extrême droite sont-ils ceux qui sont tout simplement eux-mêmes, sont tout simplement socialistes, fiers de l'être et avec force et vigueur? Et mon cher Olivier, au nom des socialistes belges, je voudrais d'abord apporter mes plus fraternelles salutations à tous nos camarades français et à toi en particulier, mes plus chaleureuses félicitations. Alors, et je vais faire très court, Dylan, promis. En écoutant les amis et camarades qui se sont exprimés avant moi, je me dis que nous aurions toutes les raisons de désespérer. Il faut remonter très loin dans l'histoire de la politique internationale pour trouver un moment où on a à la fois autant de conflits violents, autant de facteurs d'instabilité, autant de dérives autoritaires et de remise en cause des institutions multilatérales et une tragédie aussi innommable que celle qui se produit sous nos yeux à Gaza. Et pourtant, nous devons chercher
des raisons d'espérer, parce qu'on ne peut pas désespérer des humains et parce qu'on ne peut pas désespérer les humains. Et je voudrais en évoquer très rapidement 3, pour nous les socialistes, et qui sont des réponses que nous devons apporter et porter avec force et fierté face à l'extrême droite notamment, mais pas seulement. La première, elle a justement trait à Gaza. Face à Gaza, ce qui est terrible, c'est de voir bien sûr la complicité des Américains, mais aussi l'inaction due à sa division des Européens. Mais quand on a dit ça, il faut voir où sont les causes. Les Européens, c'est qui? Ce sont ces gouvernements de droite et d'extrême droite qui sont ouvertement complices du gouvernement Netanyahou. C'est Emmanuel Macron, qu'on espérait voir en héros de la reconnaissance de la Palestine, mais qui a démontré ces dernières heures toute sa versatilité, qui est décidément aussi superficielle et léger dans sa politique internationale que dans sa politique interne. Mais face à ça, il y a quand même eu ces derniers mois 3 expressions politiques extrêmement fortes sur la tragédie de la Palestine. Il y a eu Antonio Gutiérrez, il y a eu l'ancien haut représentant de la politique étrangère, Josep Borrell, et il y a notre camarade Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Eh bien, ces 3 voix, ce sont 3 personnes qui ont en commun d'être tous les 3 des socialistes, et des socialistes qui portent avec force l'internationalisme qui nourrit et qui coule dans nos veines. Et il faut dire et redire, et il faut, sans la moindre ambiguïté, que nous continuons, nous les socialistes, et même si on est minoritaire, dire que quand il y a plus de 50 000 morts, quand on utilise la famine comme une arme de guerre, quand il y a des accusations et demain des condamnations pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, quand on est face à des situations comme celle-là, ça ne porte qu'un nom, ça s'appelle un génocide. Et que face au génocide, ne pas agir, c'est être complice. Alors, ça, c'est les socialistes qui l'ont porté, cette voix. Mais la deuxième raison d'espérer, c'est que sur ces questions, sur Gaza, on entend beaucoup d'autres voix très fortes à gauche, c'est vrai. Mais ces voix qu'on entend puissantes, en solidarité avec Gaza, à gauche, dans d'autres gauches, on ne les a pas entendues sur la Syrie. On ne les a pas entendues défendre les dissidents russes ou les résistants ukrainiens. On ne les a pas entendues sur le génocide des Ouïghours en Chine. Nous, les socialistes, nous sommes les seuls, nous n'avons pas les droits humains à géométrie variable. Nous défendons les droits humains partout, avec la même force et avec la même constance. Et nous sommes les seuls à le faire. Et puis la troisième et dernière raison d'espérer, vraiment très rapidement, c'est qu'il y a tout un débat, et c'est bien normal, aujourd'hui sur la question de la sécurité, sur ce que ça signifie la sécurité, sur la manière dont il faut l'aborder. Il y a ce débat qui devient un débat budgétaire sur la norme des 5% que l'OTAN voudrait imposer en matière de dépenses de défense, une pure folie à mon sens, même si bien sûr il faut réinvestir dans notre défense et notre sécurité collective. Mais il faut dire et redire aussi que entre la politique interne et la politique internationale, il n'y a pas de césure. C'est le grand message de Jean Jaurès. Il n'y a pas de démocratie, de liberté, de solidarité dans un ordre international menacé par la guerre. Il n'y a pas de stabilité internationale quand nos démocraties sont minées de l'intérieur. L'un va avec l'autre. Et si les hommes et les femmes qui, au creux de la résistance, ont inventé les mécanismes de solidarité avec lesquels nous vivons aujourd'hui, et qui ont fait les sociétés et le progrès humain que nous connaissons aujourd'hui, si, quand ils l'ont inventé, ils lui ont donné le nom de sécurité sociale, ça n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils savaient que c'est en investissant dans la santé, que c'est en investissant dans l'éducation, que c'est en investissant dans tout ce qui réduit les inégalités, la violence dans la société, que l'on réduit aussi le risque de dérive autoritaire et le risque de guerre. Eh bien, ça, c'est notre histoire, et nous devons la rappeler. Et donc à ceux, je te fais une petite suggestion, mon cher Olivier, à ceux qui disent « il faut au moins 5% de dépenses dans la défense », eh bien disons-leur, il faut au moins 15% d'investissement dans l'éducation, il faut au moins 15% d'investissement dans la santé, il faut au moins 15% d'investissement dans les retraites. Et c'est comme ça que nous construirons des sociétés paisibles et des sociétés de tolérance et de respect, et c'est comme ça que nous aurons la paix. Merci, chers amis, merci, chers camarades, félicitations et bon congrès.
Merci à tous.